Vous l'avez entendu chanter avec une puissance inégalée, une élégance saisissante et un contrôle parfait de sa voix. Pourtant, derrière cette maîtrise apparente, se cachait un monde de fragilité que peu pouvaient imaginer. Après des décennies à recevoir les applaudissements, de Luna Park à l'Olympia de Paris, après avoir partagé la scène avec des légendes comme Pazzola, après avoir veillé une épouse qui avait perdu la parole, puis perdu une belle-fille quelques semaines plus tard, Jairo finit par confesser ce que personne n'attendait. « Je ne suis pas aussi fort que je le pensais. » Il a longtemps caché ses acouphènes, a chanté malgré les vertiges, assuré des concerts depuis des chaises d'hôpital. Pendant des années, l'Argentine n'a vu que l'icône, jamais l'homme qui se délitait en silence loin des projecteurs. Alors pourquoi parler maintenant, à 76 ans? Parce qu'il existe une différence entre être fort et simplement survivre. Son parcours incarne l'exil, la célébrité et le prix silencieux d'une révolution douce. La trajectoire de Jairo défie le schéma classique de la star argentine. Ses plus grandes victoires se sont jouées loin de chez lui, tandis que son propre pays semblait à peine remarquer ses exploits. En 1971, à peine sorti de l'adolescence, il remporte le prestigieux Premio de la Crítica Española et se fait déjà remarquer dans des festivals majeurs comme Costa del Sol et Alcobendas. Luis Guillet le prend sous son aile, misant tout sur ce jeune homme discret venu de Cruz de Lège, et Ariola le signe rapidement, lui ouvrant les portes des meilleurs orchestres et producteurs d'Espagne. Ses premiers disques, Porquier Sabe et Maria Serena, ne sont pas simplement populaires. Ils révèlent une voix nouvelle, capable de nuances subtiles, de poésie et d'une profondeur émotionnelle qui surprend même les critiques les plus aguerris. Et puis survient le coup d'État en Argentine. La prise de pouvoir militaire inaugure l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du pays. Répression, disparition des dissidents, censure qui transforme la scène culturelle en un terrain miné pour toute voix associée, même indirectement, au milieu progressiste ou intellectuel. Avec ses liens d'amitié avec Mercedes Sosa et Maria Elena Walsh, son répertoire engagé et son refus de se conformer, Jairo se trouve rapidement limité. Il y avait des choses que je ne pouvais plus dire, des chansons que je ne pouvais plus chanter. Confiera-t-il plus tard? Le silence devient alors plus puissant que la musique. Plutôt que de se taire définitivement, il choisit l'exil, d'abord l'Espagne, puis, presque par hasard, la France. Ce second départ devait être temporaire, quelques représentations avec Susanna Rinaldi à l'Olympia de Paris. Mais l'imprévu survient, le public français tombe amoureux de lui. Sans parler parfaitement la langue, il chante en français, en espagnol, en italien. Les maisons de disques proposent son premier single en 2 versions, française et espagnole, et les radios diffusent massivement la version espagnole. Paradoxalement, une voix argentine conquiert la France, tandis qu'elle peine à trouver sa place en Argentine. En France, Jairo devient plus qu'un chanteur. Il s'inscrit dans un mouvement culturel majeur. Charles Aznavour le salue publiquement. Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Antonio Segui, Julio Cortázar. Il ne se contente pas de les rencontrer, il gagne leur respect. Piazzolla et Elio Ferré composent pour lui. Milonga del Trovador n'est pas une simple chanson, c'est une consécration. Et pourtant, tandis que ses disques deviennent or en Europe et qu'il triomphe sur les scènes prestigieuses comme l'Olympia et le Théâtre de l'Empire, l'Argentine reste distante. Son succès y est rapporté comme une anecdote étrangère. Pas de célébration nationale, pas de retour triomphal. J'avais enregistré 6 albums, je remplissais des salles, et dans mon propre pays, j'étais encore celui qui chantait en français, dira-t-il, sans colère mais avec une douleur sourde. Il se souvient de son arrivée à Ezeiza à la fin des années 70, anonyme, passant devant des affiches importées de France à son effigie. Elles étaient dans les kiosques touristiques, mais personne ne le reconnaissait. Je me sentais comme un fantôme chez moi. Ce n'était pas seulement une question de célébrité, c'était une question d'appartenance, expliquera-t-il. Et au centre de cette vie publique intense, il y avait Teza, l'amour qu'il a à la fois ancré et brisé. Les débuts et l'exil. À peine sorti de l'adolescence, Jairo se distingue déjà par une voix qui ne laisse personne indifférent. En 1971, il remporte le prestigieux Premio de la Crítica Española, un prix qui récompense l'originalité, la profondeur et la maîtrise technique d'un jeune talent. Mais ce succès n'est que le début d'un parcours hors du commun, façonné autant par le contexte historique que par le destin personnel. Les festivals de Costa del Sol et d'Alcobendas le révèlent au grand public européen. Là, sous les projecteurs, il n'est encore qu'un jeune homme discret, issu de Cruz de Lège, mais il possède déjà cette intensité capable de captiver une salle entière. Luis Guillet, producteur attentif et visionnaire, comprend rapidement que ce jeune chanteur représente quelque chose de rare. Il décide de le prendre sous son aile, misant tout sur ce garçon que peu connaissent mais dont la voix a la puissance de toucher l'âme. Ariola,
L'une des maisons de disques les plus influentes d'Espagne s'intéresse vite à lui ouvrant les portes des orchestres les plus prestigieux et des producteurs les plus reconnus. Les premiers disques, Porquier Sabe et Maria Serena, sont bien plus que de simples succès commerciaux. Ils révèlent une voix capable de nuances subtiles, d'une poésie profonde et d'une émotion palpable qui surprend même les critiques les plus aguerris. Mais l'histoire personnelle de Jairo se déroule dans l'ombre de bouleversements politiques majeurs. En Argentine, la montée de la dictature militaire transforme la culture et la liberté d'expression en champ de mine. La censure se renforce, les dissidents disparaissent, et toute voix liée, de près ou de loin, au milieu progressiste ou intellectuel devient suspecte. Jairo, avec ses liens d'amitié avec des artistes comme Mercedes Sosa et Maria Elena Walsh et son répertoire engagé, se retrouve discrètement mais inexorablement marqué. Il y avait des choses que je ne pouvais plus dire, des chansons que je ne pouvais plus chanter. Confiera-t-il des années plus tard? Dans ce contexte, le silence devient parfois plus puissant que la musique elle-même. Face à cette impasse, il choisit l'exil. D'abord l'Espagne, où la culture et la langue permettent une continuité artistique, puis, presque par hasard, la France. Ce départ devait être temporaire, limité à quelques représentations avec Susanna Rinaldi à l'Olympia de Paris. Mais le destin en décide autrement. Le public français tombe immédiatement sous le charme de cette voix étrangère, capable de chanter en français, en espagnol et en italien. Les maisons de disques proposent alors son premier single en 2 versions, française et espagnole, et les radios diffusent massivement la version espagnole. Ainsi naît un paradoxe. Une voix argentine conquiert la France, tandis qu'elle peine à trouver sa place dans son propre pays. En France, Jairo devient bien plus qu'un simple chanteur. Il s'inscrit dans un véritable mouvement culturel où les artistes se respectent et s'influencent mutuellement. Charles Aznavour le salue publiquement, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Antonio Segui et Julio Cortázar reconnaissent son talent et son intégrité. Piazzolla et Elio Ferré composent spécialement pour lui, et des chansons comme Milonga del Trovador deviennent des œuvres marquantes, symboles de son excellence artistique et de son authenticité. Pourtant, malgré ses triomphes européens et l'accueil enthousiaste du public, l'Argentine reste distante, presque étrangère à ses succès. Les articles de presse relatent ses victoires comme de simples anecdotes, et aucun retour triomphal ne lui est offert. Jairo raconte avec une sincérité touchante cette distance. J'avais enregistré 6 albums, je remplissais des salles, et dans mon propre pays, j'étais encore celui qui chantait en français. Il se souvient également de son arrivée à Ezeiza à la fin des années 70. Anonyme, il passe devant des affiches à son effigie importée de France. Elle trône dans les kiosques touristiques, mais personne ne le reconnaît. Je me sentais comme un fantôme chez moi. Ce n'était pas seulement une question de célébrité. C'était une question d'appartenance, d'être entendu dans la langue qui façonne votre âme et pourtant être traité comme un étranger. Au milieu de cette reconnaissance à l'étranger et de ce silence dans son pays natal, il y a Teza, celle qui devient son ancrage et son soutien indéfectible. Rencontrée à Madrid alors qu'il n'a que 22 ans, Teza, issue d'une famille espagnole traditionnelle et cultivée, possède une force tranquille et une intelligence qui le font grandir. Elle n'est pas simplement une compagne, elle devient un pilier. En Espagne, elle l'aide à s'adapter à un nouvel environnement. En France, elle bâtit un foyer pendant que Jairo conquiert l'Olympia. Elle élève leurs 4 enfants et maintient la stabilité familiale malgré le tourbillon de la carrière musicale. Teza devient son guide dans la vie et dans l'art. Quand Jairo doute, elle le recadre. Quand les critiques le louent, elle le garde lucide. Elle n'écoutait jamais mes disques comme une fan, dira-t-il avec un sourire discret. Elle écoute comme quelqu'un qui le protège du ridicule et lui permet de rester humain, même au sommet. C'est cette alliance intime qui lui permettra, des décennies plus tard, de traverser les épreuves les plus douloureuses que la vie mettra sur sa route. Cette période de sa vie, marquée par la jeunesse, le talent et l'exil, est fondatrice. Elle révèle la complexité d'un homme dont la voix charmait des milliers de personnes, mais dont l'âme, loin des projecteurs, portait déjà les premiers fardeaux de la solitude et de l'éloignement de son pays natal. Entre reconnaissance étrangère et distance de ses racines, Jairo apprend que le succès ne protège ni de la douleur ni de la perte. Famille, foyer et construction d'une vie nouvelle. Lorsque Jairo quitte l'Argentine pour la France, il transporte avec lui bien plus que ses chansons. Il emporte son passé, ses souvenirs et la promesse d'un avenir incertain. L'exil, loin d'être une aventure purement professionnelle, devient un défi intime, un apprentissage de la solitude, mais aussi de la résilience. Dans ce contexte, Teza devient la pierre angulaire de sa vie. Elle n'est pas seulement la compagne d'un artiste en pleine ascension, elle est le repère stable qui permet à Jairo de continuer à exister, à créer et à performer malgré les bouleversements constants. Teza,
Alors jeune femme de 20 ans issue d'une famille espagnole cultivée et aristocratique, possède une intelligence et une maturité qui dépassent largement son âge. Son nom, Maria del Perpetuo Socorro Tesa Sáenz de Los Terreros Jordán de Urie, traduit à lui seul une histoire familiale et une élégance héritée de générations. Mais derrière l'humour qu'elle déploie pour faire sourire Jairo à propos de l'ancienneté de son patronyme, se cache une présence rassurante et solide. J'ai compris très vite qu'elle était plus préparée que moi, plus cultivée, plus raffinée. J'ai dû grandir vite, confiera-t-il avec sincérité. Dans les premières années de leur vie commune, Tesa joue un rôle clé dans l'adaptation de Jairo à la France. Elle construit le foyer, organise la maison et s'assure que les enfants grandissent dans un environnement stable malgré l'intensité des tournées et des concerts. Elle devient la gardienne de l'équilibre familial, celui sans lequel un artiste, aussi talentueux soit-il, risquerait de se perdre dans l'ombre de sa célébrité. Elle élève leurs 4 enfants, Ivan, Jaco, Mario et Lucia, tout en gérant la logistique quotidienne et en soutenant Jairo dans sa carrière. Sa présence permet à Jairo de se concentrer sur la scène, sur la musique et sur la création, sans jamais perdre le lien avec ses racines ou la réalité de la vie familiale. Cette complicité entre Jairo et Tesa se manifeste également dans la manière dont ils affrontent la célébrité et les pressions du public. Tandis que Jairo enchaîne les répétitions, les concerts et les enregistrements, Tesa veille à ce qu'il garde les pieds sur terre. Elle ne se contente pas de l'aimer, elle le protège de lui-même et du monde extérieur. Elle n'écoutait jamais mes disques comme une fan, elle écoutait comme quelqu'un qui me protégeait du ridicule, dira Jairo avec un sourire discret. Cette distinction, subtile mais essentielle, marque la profondeur de leur lien. Tesa ne cherche pas à idolâtrer son mari, elle cherche à préserver son humanité. Parallèlement, Jairo s'impose progressivement sur la scène française et européenne. Malgré une maîtrise incomplète de la langue française, il conquiert le public par la sincérité et l'intensité de son interprétation. Ses chansons en français, espagnol et italien trouvent un écho immédiat et les maisons de disques multiplient les propositions. Les radios diffusent massivement ses singles, notamment en espagnol, et les critiques louent la sensibilité et la richesse de sa voix. Peu à peu, il devient plus qu'un simple chanteur. Il s'inscrit dans le paysage culturel européen, s'entourant d'artistes et d'intellectuels reconnus. Cependant, ce succès professionnel coexiste avec les difficultés silencieuses liées à l'exil et à l'éloignement de son pays natal. L'Argentine, malgré les succès de Jairo en Europe, semble ne pas le reconnaître pleinement. Les articles de presse relatent ses concerts et ses albums comme de simples événements étrangers, sans célébrer l'artiste argentin qui conquiert pourtant l'Olympia et les grandes scènes européennes. Cette distance crée un sentiment de décalage. L'homme qui captive des milliers de spectateurs chaque soir se sent parfois étranger dans son propre pays. Je me sentais comme un fantôme chez moi. Ce n'était pas seulement une question de célébrité, c'était une question d'appartenance, d'être entendu dans la langue qui façonne votre âme et pourtant être traité comme un étranger, confie-t-il. Malgré ce paradoxe, la vie familiale continue de structurer son quotidien. Tesa devient le cœur de la maison et le repère de ses enfants. Elle veille à ce que les repas, les études et les loisirs soient organisés, même au milieu des tournées et des voyages internationaux. Cette stabilité permet à Jairo de vivre pleinement ses expériences musicales, sachant que son foyer est un refuge sûr. Il décrit cette période avec un mélange de gratitude et d'admiration. Tesa n'était pas simplement un soutien passif, elle participait activement à la construction de sa carrière et à la gestion de l'intensité de sa vie publique. En parallèle, Jairo commence à percevoir les limites de sa propre force. Le succès, la célébrité et la reconnaissance internationale ne suffisent pas à combler le vide créé par l'éloignement de son pays et les bouleversements de la vie. Il apprend à compter sur Tesa non seulement pour le quotidien, mais aussi pour le soutenir dans les moments où la pression de la scène devient trop lourde. Cette relation intime et solide devient un pilier indispensable. Sans elle, les heures passées sur scène, les répétitions et les enregistrements auraient été beaucoup plus ardus, voire impossibles à supporter émotionnellement. Cette période met également en lumière l'art de Jairo comme un refuge et un vecteur d'expression. Ses concerts et ses enregistrements ne sont pas seulement des spectacles, ils deviennent des espaces où il peut canaliser ses émotions, partager ses expériences et trouver une forme de liberté malgré les contraintes de l'exil. Sa musique, portée par la sensibilité et la profondeur de son interprétation, lui permet de transcender les difficultés personnelles et de créer un lien durable avec le public, même lorsqu'il se sent éloigné de son pays natal. Ainsi, la première décennie de son installation en France est une période de construction et de consolidation. La célébrité européenne s'installe, mais elle est étroitement liée à la stabilité familiale qu'apporte Tesa. La maison devient un lieu de refuge, un espace où les enfants grandissent et où Jairo peut continuer à créer malgré la distance avec l'Argentine et les tensions de l'exil.
Cette phase de sa vie révèle que derrière chaque succès public se cache une vie privée intense, faite de choix, de sacrifices et de soutien mutuel, sans lesquels la carrière d'un artiste de sa stature n'aurait pas été possible. La maladie, le dévouement et le courage silencieux. La vie de Jairo prend un tournant radical lorsque la santé de Teza commence à se détériorer. Ce n'est pas un événement soudain, mais un long processus, marqué par des années d'épreuves physiques et émotionnelles. En 2011, on lui diagnostique une époque sévère, une maladie pulmonaire chronique qui limite fortement sa respiration. Les conséquences sont immédiates. L'oxygène devient un élément indispensable du quotidien. Chaque respiration est un effort. Et la vie de Teza se transforme en un combat constant pour la survie. Jairo, malgré sa carrière et sa renommée, devient entièrement dévoué à la personne qu'il aime, assumant un rôle de gardien, d'accompagnant et de témoin. Les années suivantes sont marquées par une succession de crises. Teza subit de multiples interventions, des chirurgies, des traitements de rémission pour différents cancers, ainsi que les soins palliatifs nécessaires pour gérer ses affections chroniques. Chaque étape de sa maladie exige une vigilance constante. Machines respiratoires, perfusion, contrôles médicaux, assistance pour les gestes du quotidien. Jairo se tient à ses côtés nuit et jour, parfois assis sur une chaise pendant des heures, simplement pour lui tenir la main et lui parler, pour la rassurer par sa présence. Il devient un pilier invisible, assurant le soutien émotionnel et physique dont Teza a besoin, tout en maintenant l'équilibre de leur foyer. Cette expérience transforme profondément Jairo. L'homme qui a chanté devant des millions de personnes, qui a conquis des scènes mythiques comme l'Olympia ou le Luna Park, se retrouve confronté à une intimité douloureuse, loin de tout projecteur. La célébrité ne protège pas contre la souffrance. Au contraire, elle accentue parfois la solitude et le poids des responsabilités. Les tournées sont réduites, les longs voyages annulés. Jairo ajuste chaque décision professionnelle en fonction de l'état de santé de Teza. Sa vie entière s'organise autour d'elle, et chaque performance musicale devient une exception dans un quotidien centré sur le soin et l'attention. Pour Jairo, chanter pendant cette période n'est pas un simple acte artistique. C'est un moyen de rester vivant et de communiquer dans un contexte où la parole de Teza devient limitée. Quand je chantais doucement, je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait tout, raconte-t-il. Certaines chansons, comme Los Enamorados, deviennent des moments de communion silencieuse. Les gestes sont simples, un regard, une main qui se serre, un souffle partagé. Il n'y a pas besoin de mots. La musique devient le langage de l'amour et de la présence. Malgré la gravité de la situation, Jairo continue à travailler. Il maintient ses concerts et ses enregistrements autant que possible, mais chaque prestation est désormais teintée de tension et de fragilité. Les répétitions sont souvent interrompues par l'inquiétude, les voyages planifiés en fonction des soins médicaux. Chaque soir sur scène, il doit jongler entre le rôle d'artiste et celui de gardien attentif. La scène, autrefois espace de liberté et de puissance, devient un lieu où se côtoient talent, responsabilité et anxiété. Cette période de sa vie est également marquée par l'intensité émotionnelle de la perte anticipée. Jairo assiste à l'effacement progressif de Teza, d'abord la voix, puis la mobilité, la capacité à parler, à marcher et finalement à vivre de manière autonome. Chaque étape est une épreuve de résilience, une leçon d'humilité et un rappel brutal que la vie, même pour ce qui semble invincible, reste fragile et imprévisible. D'abord la voix, puis la mobilité, puis la capacité de manger normalement, d'écrire, de tenir un livre. Et je ne pouvais rien arrêter. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester à ses côtés. Dans ce contexte, Jairo découvre la force de l'amour et du dévouement. Il devient témoin de la fragilité humaine, de l'injustice des maladies qui frappent sans prévenir. Mais il découvre aussi la capacité à s'adapter, à rester présent et à offrir tout ce qui peut être offert, même lorsque le corps et l'esprit sont fatigués. La maison de Vicente Lopez, autrefois lieu de vie et de partage, se transforme progressivement en un espace médicalisé. Machines respiratoires, perfusion, moniteurs, oxygène et personnel soignant constant. Le quotidien prend une dimension de lutte, mais chaque geste, chaque regard devient une preuve d'amour. Pour Jairo, ce dévouement ne diminue en rien sa passion pour la musique. Bien au contraire, il canalise ses émotions dans l'art, trouve un refuge dans la composition et la création musicale. La scène, les chansons et les enregistrements deviennent des moments où il peut exprimer ce qu'il vit intérieurement, transformer la douleur en beauté et partager avec son public une part de sa vulnérabilité. Il apprend que la musique n'est pas seulement une performance, elle est aussi un moyen de survie psychologique et émotionnelle, un espace où la douleur se transforme en force et où l'amour devient palpable à travers chaque note. Cette phase de la vie de Jairo est également marquée par des pertes successives qui l'ébranlent profondément. En 2021, Teza meurt chez elle,
entouré de son mari et de sa famille, après des années de lutte acharnée contre la maladie. 2 mois plus tard, une autre tragédie frappe. Sa belle-fille, Augustina Posse, mère de ses petits-enfants et ex-compagne de son fils, meurt brutalement d'un anévrisme. En quelques semaines, la structure émotionnelle de Jairo s'effondre, l'homme qui avait affronté des foules, des critiques et des tournées est confronté à une solitude et un chagrin absolu. La maison autrefois vivante et remplie d'animation devient immense et silencieuse. Pourtant, Jairo continue. Il prend soin de ses petits-enfants, les ramène au foyer familial, leur offre protection et soutien, tout en continuant à chanter et à créer. La musique devient un moyen de rétablir un lien, de transmettre de l'amour et de préserver la mémoire de ceux qui sont partis. Les absences restent, mais la présence artistique et affective de Jairo permet de garder un équilibre fragile entre douleur et résilience. Dans cette période, la leçon de Jairo est claire. La célébrité ne protège pas de la douleur, ni de la maladie, ni de la perte des êtres aimés. Elle n'éloigne pas le chagrin, elle ne simplifie pas la responsabilité ou la solitude. Et pourtant, malgré tout, la voix continue de résonner. L'homme derrière l'icône chante, non pas pour masquer la douleur, mais pour la transformer, pour survivre et pour honorer ceux qu'il a aimés. Alors voilà, l'histoire de Jairo nous montre que derrière chaque légende, il y a un être humain, fragile, aimant et incroyablement résilient. De l'exil à la scène, de la maladie à la perte, il a traversé des épreuves que personne n'imagine quand on l'applaudit devant des milliers de fans. Mais malgré tout, il continue de créer, de chanter et d'aimer. Ce que Jairo nous enseigne, c'est que la vraie force ne se mesure pas aux ovations ou aux récompenses, mais à la capacité de se relever encore et encore face à ce que la vie met sur notre chemin. Son parcours nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'humanité. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits incroyables derrière la musique. Et dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire de Jairo vous a le plus marqué? L'exil, le courage face à la maladie ou sa façon de continuer à chanter malgré tout? Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de musique.